Merci de nous rejoindre sur le plateau de Parlons Pro. Notre débat sur l'adaptation de notre économie face au changement climatique se poursuit. Comment finance-t-on les entreprises qui développent des solutions en phase avec la transition écologique? Qui sont les acteurs de ce financement? Autour de cette table aujourd'hui pour en parler, Patricia Laurent, directrice de la rédaction de Green Univers, titre de presse en ligne spécialisé dans les marchés de l'environnement. Stéphane Leterrier, directeur délégué de Paprec, entreprise spécialisée dans le recyclage et la valorisation de déchets. Nathalie Jaubert, adjointe à la responsabilité sociale et environnementale chez BNP Paribas. Et Paul Benoît, fondateur de Carnot Computing, start-up spécialisée dans les Green IT et l'efficacité énergétique. Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous devons revoir notre façon de produire, de consommer, et cela passe par l'innovation, développer des technologies bas carbone, créer des produits et services qui nous permettent de moins polluer, des clean tech. Alors pour autant, est-ce que l'innovation dans les secteurs de l'économie verte est facilitée? Arrive-t-elle à drainer les investissements nécessaires pour se développer? Paul Benoît, vous êtes donc le fondateur de Carnot Computing, une start-up parisienne de 23 salariés. Vous avez développé une solution assez innovante, des radiateurs qui fonctionnent grâce aux ordinateurs, qui chauffent grâce aux ordinateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots ? Oui, en quelques mots, on a développé un concept complètement nouveau qui est le radiateur numérique, dont la source chaude est constituée non plus par des résistances chauffantes toutes bêtes, mais par des processeurs informatiques qui travaillent pour d'autres personnes tout en chauffant des bâtiments. Donc c'est une forme de cogénération, et donc c'est un principe complètement nouveau. Et donc vous avez équipé pour le moment des bâtiments ou... Oui, on chauffe aujourd'hui des bâtiments, en particulier des logements sociaux à Paris. On a d'autres projets en France, et c'est quelque chose qui est en train de se développer. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est une jeune structure, qu'on a une idée et qu'on a envie de la faire aboutir et qu'on est seul ? Oui, alors effectivement, il faut d'abord s'entourer, trouver des amis avec qui fonder une entreprise, et puis après, il faut trouver des fonds. Donc il faut toujours un peu mettre des fonds de sa poche au départ, mais on est dans un pays où il y a quand même pas mal d'aides pour pouvoir justement démarrer des projets. Il y a des aides pour ce qu'on appelle l'aide à la maturation de projet, déjà pour définir son projet dans les grandes lignes. Et ensuite, il y a pas mal d'aide autour de tout ce qu'on appelle l'innovation responsable. Donc nous, on rentrait en plein dans ce cadre-là. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on trouve dans des guichets au niveau, par exemple, de la région, ancien CFI, maintenant Paris Région Entreprise. Donc ça, il y a un certain nombre d'aides qui existent, qui sont assez simples à mettre en œuvre. Il faut juste poser un dossier bien ficelé. Et le principe, en général, c'est que l'entrepreneur met de sa poche et il y a une aide qui complémente. Alors il met beaucoup de sa poche. La règle en France, qui est, je trouve, assez saine, c'est 50-50. Quand on met 1, il y a une aide de 1 à partir du moment où le projet est cohérent. Et donc vous avez récolté surtout du financement public. Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle des aides à l'innovation. Donc vous posez un projet, donc ça peut être par exemple développer un prototype, et donc vous décrivez le budget sur la base de devis, etc. pour faire votre prototype. Vous chiffrez tout ça et puis vous avez une aide, donc, bien sûr qui est plafonnée, c'est pas infini. Donc il y a un budget que vous définissez, puis en gros vous allez devoir investir de votre poche une partie, qui est en général de l'ordre de la moitié. Alors donc vous êtes une start-up. Patricia Laurent, c'est quoi une start-up ? Alors une start-up, il n'y a pas de définition qui fasse vraiment autorité. Alors on peut par exemple prendre la définition des jeunes entreprises innovantes, c'est-à-dire des jeunes sociétés qui ont en gros moins de 7 ans d'existence. Après, il y a différents critères. Certains disent quand on commence à faire du chiffre d'affaires, on n'est plus une start-up. Mais il n'y a pas vraiment de définition qui fasse autorité dans le monde. Donc en gros, ce sont de jeunes sociétés qui innovent soit avec des produits comme Carnot Computing, soit avec des services, soit avec un mixte des deux, et qui arrivent sur le marché avec des innovations. Alors, au Carnot Computing, vous avez 5 ans, vous générez quoi comme chiffre d'affaires ? Alors sur cette année, on va être sur 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça commence à être un chiffre d'affaires intéressant, mais on considère toujours qu'on est une start-up parce qu'on est toujours dans l'innovation. Il y a toujours de la R&D, il y a l'aspect rentabilité. On n'est pas sur un produit qui ronronne où on est là à vouloir juste faire du développement commercial. Il y a toujours de la R&D pour sortir des innovations qui n'existent pas sur le marché. Donc on considère toujours qu'on est une start-up. Oui.
Donc justement, quelle phase nécessite le plus de financement? C'est la R&D, c'est la mise sur le marché? Ça dépend un petit peu de la nature des sociétés, de ce qu'elles doivent mettre sur le marché. C'est vrai que quand on parle des clean tech, ce sont souvent des sociétés très capitalistiques qui ont besoin de beaucoup d'argent parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'années de R&D pour perfectionner leurs produits. Ensuite, il faut industrialiser. Donc s'il faut construire une usine, ça coûte cher. Donc traditionnellement, autant on dit que dans l'informatique, c'est vrai qu'on voit des sociétés se développer entre guillemets dans des garages avec relativement peu de moyens au départ, autant dans les clean tech, ce sont des secteurs qui ont besoin de beaucoup d'argent, où les startups ont de gros besoins de financement, souvent dès le départ, dès l'amorçage, pour effectivement la R&D, et ensuite les phases d'industrialisation avant la mise sur le marché. Alors Stéphane Leterrier, vous c'est une toute autre entreprise, une entreprise de taille intermédiaire, 4000 salariés, donc vous êtes spécialisé dans le recyclage, la valorisation des déchets, un modèle d'entreprise qui a su se développer en 20 ans. À quoi vous attribuez surtout ce développement? Qui vous a accompagné? Alors je suis obligé de dire que le développement il tient avant tout à la réussite de mon patron, Jean-Luc Petit-Huguenin, qui a commencé, lui aussi en fait à l'époque c'était une start-up, on ne disait pas ça il y a 22 ans, mais il a commencé, c'était le cadre d'un grand groupe qui existe toujours, qui fait de l'énergie, de l'eau et des déchets, et puis il a décidé de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Il a démarré en mettant de l'argent, tout comme vous, à titre individuel dans l'affaire, avec les leviers que vous évoquiez tout à l'heure. Il a trouvé des banques pour l'accompagner, donc finalement une histoire assez classique d'une ETI qui arrive à croître avec la confiance qu'elle est capable de nouer avec ses banquiers, qui ont été fidèles dans le temps. On a toujours une mauvaise image, enfin parfois il y a des mauvaises images qui circulent sur les banquiers. Comment dire, le président fondateur insiste toujours sur la fidélité et l'intelligence que nos banquiers ont eue au fur et à mesure des différentes étapes de croissance interne ou externe de l'entreprise. Donc il y a eu avant tout ça, les banquiers, il y a eu le fait qu'il n'y a eu aucun dividende de pris pendant 22 ans. Donc il y a aussi, on va dire, une volonté de réinvestir dans l'entreprise. C'est sans doute une clé du succès. Et puis, on est toujours dans un domaine porteur qui est celui du recyclage des déchets. Il y a 20 ans, on passait un petit peu pour des hurluberlus parce que la solution, c'était la mise en décharge ou, dans le meilleur des cas, l'incinération. On y croyait, on était parmi les premiers à y croire en France et c'est aussi, on a su accompagner nos clients, les entreprises, les collectivités dans le développement du recyclage en France. Voilà, donc les recettes du succès, c'est ça, c'est toujours plus facile à raconter après. Il fallait y croire à cette époque-là, mais ça a bien marché. Le fait de porter une éco-activité, ça a aidé? Alors, c'est au banquier peut-être qu'il faudrait demander ça. Est-ce que ça tient plus à la personnalité du fondateur ou finalement au secteur? Je pense que c'est un mélange des deux. On a émis là, cette année un mode de financement un peu original qui s'appelle des green bonds, enfin des obligations vertes. Et c'est sûr qu'il y a eu, par rapport à quand vous mettez simplement une obligation sur le marché, il y a eu beaucoup de demandes. On a levé beaucoup d'argent, près de 500 millions d'euros, mais ça a été sursouscrit, comme disent les banquiers, 4 fois. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'envie des différents investisseurs européens et mondiaux, sans doute un mélange de l'intérêt de l'entreprise et du secteur qui est porteur. On va revenir sur la question des green bonds. Justement, je vais m'adresser à vous, Nathalie Jobert. Pour une banque traditionnelle, donc j'imagine que c'est plus simple pour vous de prêter à Paprec plutôt qu'à Carnot Computing. Alors on travaille avec les deux, donc, mais c'est vrai que c'est plus simple de prêter à une entreprise qui a déjà un marché, qui a fait la preuve de son savoir-faire technologique, qui a une entreprise qui propose un produit qui est complètement innovant. Et Carnot, je pense que vous êtes les seuls qu'on a vus qui proposaient ce schéma-là. Donc c'est vrai que quand on est banquier, on a une question particulière sur l'innovation, puisque par définition, on ne peut pas le comparer à quelque chose d'autre. Donc il faut qu'on arrive à se faire un avis sur la viabilité de l'entreprise, et donc la viabilité de l'information, sans avoir forcément tous les experts internes qui vont pouvoir nous donner un avis sur la technologie. Donc nous, on a pas mal réfléchi parce que forcément, les innovateurs, ils ont un temps d'avance sur les gens qui analysent les risques chez nous, sur comment faire pour évaluer ce genre d'entreprise. Et une des solutions, c'est vraiment comment l'entreprise s'inscrit dans son écosystème, avec qui elle travaille, par qui elle est reconnue, qui sont les gens qui vont la légitimer, que ce soit
ou par des aides publiques, ou par des incubateurs, ou par des scientifiques, parce qu'on a aussi sur certains autres secteurs d'innovation comme la santé, des choses très pointues liées au dépôt de certains brevets. Donc oui, pour nous, c'est plus simple de travailler avec une entreprise un peu plus grosse et plus installée, mais on trouve quand même des moyens pour évaluer des entreprises plus petites. Parce que l'objectif, d'abord, c'est de savoir qu'on peut récupérer les prêts à court terme, et c'est pas ce que on peut s'attendre avec une start-up. Non, en fait, oui, nous, quand on prête de l'argent, on est une entreprise commerciale, donc on espère vraiment bien revoir notre argent. Et la bonne gestion des risques, c'est vraiment le cœur de notre métier. Après, la façon dont on voit les choses, c'est comment on va accompagner nos clients. Le financement, c'est une partie de l'accompagnement, mais il y a aussi plein d'autres choses qu'on propose. Et pour les toutes petites entreprises, dans ce qu'on propose, il y a aussi les héberger, les mettre en contact parfois avec d'autres gens que la banque connaît, qui vont pouvoir les aider, ou à constituer ce réseau de pairs qui va les légitimer. Mais vous faites aucune différence avec les autres entreprises. Enfin, là, je veux dire, la nature de l'activité ne joue pas. Il y a une facilité pour ceux qui portent des clean tech. Alors, il y a maintenant une facilité pour ceux qui portent des entreprises innovantes. On réfléchit à avoir quelque chose de spécifique sur la partie verte, mais le gros travail qui a eu lieu jusqu'à présent, c'est vraiment comment accompagner l'innovation et en particulier l'innovation technologique. Mais oui, là, avec évidemment tous les sujets de la COP21 et puis vraiment le foisonnement d'initiatives auxquelles on fait face, on réfléchit à essayer de proposer quelque chose de plus spécifique sur les technologies vertes. Mais le champ est très vaste en fait. Sous un seul mot, ça recouvre des énergies renouvelables, à tous les sujets d'efficacité énergétique, à tous les services. Donc oui, on essaie d'avoir une réflexion un peu transversale sur ce sujet-là. Patricia Laurent, c'est les besoins particuliers justement de ces jeunes structures qui ont généré des nouveaux modes d'investissement, les business angels, les fonds privés. Alors effectivement, il y a beaucoup besoin donc, de financement dans ces secteurs-là. Donc c'est vrai que les sociétés, elles tapent un peu tous azimuts. Donc effectivement, elles vont voir les banques, elles vont voir au départ souvent des business angels et de plus en plus des plateformes de financement participatif pour démarrer. Après, elles s'adressent souvent à des fonds d'investissement, donc des investisseurs plus solides qui vont pouvoir leur apporter plus de capitaux. Il y a toute une chaîne de valeur dans le financement qui est là et qui est prêt à répondre. Avec, c'est vrai, je crois, depuis 2 ou 3 ans, beaucoup de choses qui ont été faites en faveur de l'innovation en général et maintenant de l'innovation verte en particulier. On voit bien en ce moment, par exemple, tous les grands investisseurs institutionnels, les grands groupes d'assurance qui toussent le charbon, tous les énergies fossiles et du coup qui viennent beaucoup plus sur tout ce qui est green. Alors, qui a besoin de financement surtout Qui sont les porteurs des clean tech Alors, qui a besoin de financement les jeunes sociétés comme Carnot Computing quand elles démarrent. Et les moins jeunes. Et les moins jeunes, effectivement, qui deviennent des ETI, qui partent à l'international, qui se développent, qui rachètent des sociétés. Et c'est notamment le cas de Paprec qui s'est beaucoup construit par consolidation. Donc, du coup, à différentes étapes, en gros, un peu toutes les sociétés ont besoin de financement pour se développer dans ces secteurs. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que Business Angels ? Et je pense qu'Arnaud Computing a eu recours à Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, les Business Angels, c'est un peu le premier stade. Ce sont des personnes privées qui ont de l'argent, leur propre argent à investir et qui vont prendre des participations au capital de jeunes sociétés. Alors souvent, elles ne prennent pas des tickets, entre guillemets, c'est-à-dire elles n'investissent pas des montants très très importants, enfin ça dépend de leur niveau de fortune, mais c'est vraiment des personnes privées au premier stade du financement. Vous, Paul Benoît, est-ce qu'on s'est intéressé à vous en tant que Business Angels parce que vous portiez une activité qui avait une portée environnementale ? Oui, alors nous, on porte des valeurs qui sont à la fois au départ des valeurs environnementales, mais avant tout économiques. Effectivement, si vous voulez intéresser des investisseurs, des banquiers, derrière, c'est des perspectives de rentabilité, c'est normal. Et le sujet de l'énergie et de l'écologie, c'est intéressant parce que l'écologie, moi, je considère toujours que c'est de l'économie d'énergie à long terme. Et sur des sujets comme l'informatique, c'est l'économie d'énergie et donc l'aspect écologique de la solution induit une rentabilité, une économie et de permettre de vendre des solutions finalement moins chères au final. Mais c'est des choses qui sont nouvelles. Donc
Les business angels arrivent très très tôt. On parlait de ne pas se verser de dividendes, etc. Le business angel, lui, arrive très très tôt avec une perspective qui est à la fin de vendre, comme d'ailleurs tous les fondateurs de l'entreprise, c'est la valorisation des parts plus que de vouloir se verser des dividendes tout de suite. Moi je dis toujours, quand on veut monter une entreprise, d'abord il faut aimer les pâtes au départ, pendant un certain temps, parce que c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif de se payer beaucoup, c'est pas le but, parce qu'au départ on est dans une phase de démarrage. Donc ça marche par étapes et effectivement on rencontre des poissons de différentes tailles à différents étages du financement. Donc ça va commencer par les business angels et puis après on va passer sur d'autres, on va parler de venture capitalistes, etc. Mais du coup c'est votre côté plus IT, nouvelle technologie, on va dire, qui attire ces fonds d'investissement ? Oui, tout à fait. C'est sur un secteur aujourd'hui qui, dans la problématique de la COP21 aujourd'hui, mais qui est effectivement l'économie de combustible ou d'énergie face à un secteur qui en consomme énormément, qui est l'informatique. Et pour les banques, il y a un encouragement aussi à ce niveau-là ? Oui, en fait, nous, la façon dont on analyse les choses, c'est ce que vous disiez sur l'informatique, c'est que le sujet nous intéresse particulièrement parce que l'énergie, c'est un facteur de coût très important de beaucoup de nos clients et pas seulement des petites entreprises ou de l'informatique. Il y a vraiment des secteurs entiers pour lesquels le sujet et la facture énergétique va avoir un impact direct sur leur compte de résultat. Donc on est particulièrement intéressé à bien comprendre quelles sont les innovations qui leur sont proposées, aussi parce qu'on se dit que ça va avoir des impacts sur nos plus gros clients. Là, on parle des petites entreprises qui se créent, mais ce qu'on voit, c'est que ce sujet-là, il est vraiment transversal et que quelle que soit la taille, les clients se la posent alors de façon différente, dans la création et le développement quand on est plus petit, dans le fait peut-être d'acquérir des sociétés ou de grossir ou de s'adapter, ou quand c'est vraiment des très grosses sociétés, de rentrer ces sujets-là au sein de leur processus industriel. Mais nous, on le voit vraiment tout au long de la chaîne. Et c'est vraiment très important pour nous de bien comprendre ce qui se passe parce que ça va avoir des impacts tout au long, en fait, dans toutes les tailles de clientèle et dans toutes les typologies de clients. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est souvent l'État qui donne l'impulse, qui commence en fait à travers ces dispositifs, l'ADEME, la Banque publique d'investissement, donc qui tente d'encourager les investisseurs privés. C'est toujours l'État qui démarre ? Alors, ce n'est pas forcément toujours l'État qui démarre. Au départ, il peut y avoir des business angels, de l'argent privé. Quand il y a de l'argent privé, il est plus facile effectivement aussi de trouver de l'argent public. C'est souvent le ratio 50-50, 1 pour 1, comme vous expliquiez. Mais il est vrai que les pouvoirs publics ont pris une importance vraiment très grande dans le secteur. Vous évoquez l'ADEME, effectivement, qui lance des tas d'appels à projets, qui a des tas de différents outils pour apporter de l'argent aux entreprises. Et aussi BPI France. Pour BPI France, la transition énergétique et écologique, c'est une de ses priorités. Donc du coup, ils mettent beaucoup d'argent. Ils ont donné un chiffre il y a quelques jours qui est quand même de 4 milliards d'euros, par exemple, qui vont être apportés d'ici à 2018 dans le vaste secteur des clean tech, sous différentes formes. Il y a des prêts, il y a de l'investissement en capital. Mais donc, il est clair qu'il y a une impulsion très forte qui est donnée par le financement public. Et du coup, ça génère de l'investissement privé parce qu'on voit que de plus en plus, on essaye de créer des synergies entre les entreprises, les plus grosses avec les plus petites. Ça s'appelle le corporate, l'open innovation, je crois. Ça fait partie de ces coopérations gros groupes, petites boîtes. Oui, ça fait partie. Il est clair que quand effectivement une société a déjà réussi à séduire un investisseur privé et qu'elle va voir après BPI France, elle a déjà fait une partie du chemin. Et vice-versa, les deux marchent un peu de pair. De même que quand on va voir effectivement un investisseur privé en disant si vous nous apportez de l'argent, on aura l'aide que BPI France nous a promis de nous apporter. Donc les deux marchent de pair. Mais c'est vraiment précieux. Enfin, BPI est à notre capital à hauteur d'un tiers, 33%. Le capital de Paprec, c'est 60% la famille, Monsieur Petit-Huguenin. 33% effectivement BPI, qui est rentré, alors à l'époque ça s'appelait FSI, mais peu importe, en 2012. Avec des montants très significatifs. Et c'est clair que c'est non seulement un apport d'argent frais, c'est un relais pour la croissance. Et quand on va sur les marchés, en l'occurrence sur le marché obligataire cette année, le fait d'avoir un capital composé de capital privé avec la famille, de BPI, puis un petit peu de banque aussi, voilà, ça a un impact tout ça et un système plutôt vertueux avec des équilibres assez subtils, mais vous avez complètement raison, avec des leviers qui se complètent très bien, effectivement. Ça n'est pas, on dit banque publique d'investissement, mais c'est pas une banque. C'est quoi la différence en fait ?
Entre ce que fait BPI France et nous, c'est que nous, on est vraiment dans un marché, enfin, on finance nos clients à des coûts de marché. C'est-à-dire qu'on doit se refinancer et on mobilise du capital en face des prêts qu'on fait à nos clients. Et ce capital, il est d'autant plus important que le client est risqué. Donc, ça explique aussi que pour nous, financer une entreprise risquée, c'est plus cher que financer une grosse entreprise bien installée avec une très bonne notation, par exemple. BPI France, ils sont adossés à l'État, donc ils ont leur plan d'affaires, il est lié à soutenir des secteurs, la transition énergétique, mais d'autres secteurs aussi, alors que nous, notre plan d'affaires, il est vraiment lié au fait d'avoir une rentabilité liée à notre activité. Donc c'est très important pour nous, l'analyse de BPI France, parce qu'ils sont souvent sur des termes un peu plus longs. Ils ont souvent la possibilité d'investir ou en capital ou même en dette, parfois un peu plus long que nous, parce qu'ils ont moins cette contrainte de coût du capital. Aussi parce qu'ils ont des connaissances très intimes des territoires, de ce qui se passe vraiment très localement, qui nous est précieuse et qui est complémentaire de la vision qu'ont les banquiers chez nous. Donc nous, on est ravis quand on peut travailler avec BPI France parce qu'on le voit vraiment, mais comme avec d'autres acteurs, comme les business angels, comme des gens qui ont une vision complémentaire et qui vont nous aider à forger notre opinion et à avoir l'opinion la plus solide possible sur les entreprises. Patricia Laurent, selon vous, quel devrait être le rôle des banques par rapport aux clean tech, par rapport aux entreprises qui portent des solutions vertes ? Alors, quel devrait être leur rôle ? Elles sont là pour apporter de l'argent, pour financer, pour faire des prêts. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entreprises vont vous dire que ce n'est pas si simple de convaincre les banques, que c'est un long chemin et que quand on est une jeune société, trouver une banque, ce n'est pas forcément évident parce que c'est vrai que les banques ont aussi leurs propres contraintes, qu'elles doivent respecter un certain nombre de ratios. Leur rôle, c'est évidemment de financer l'innovation, mais forcément, elles ne vont pas prendre tous les risques que des business angels vont prendre, que des personnes privées vont prendre, parce qu'elles n'ont pas les mêmes fonctionnements, pas les mêmes impératifs. Aujourd'hui, on compte surtout sur les entreprises elles-mêmes, les plus grosses, justement, pour du coup financer donc les innovations dans les plus petites. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a différents outils et il y a toute une palette d'acteurs qui apportent de l'argent. Il y a effectivement les banques qui vont faire des prêts. Il y a effectivement les grands groupes industriels qui veulent tous faire, vous évoquiez l'open innovation. C'est vrai que depuis 3 ou 4 ans, tous les groupes soutiennent, ou presque tous les groupes soutiennent des startups de différentes manières, mais notamment en investissant au capital de ces sociétés, en leur apportant de l'argent via des fonds corporate qu'ils créent ou via des fonds de fonds. Il y a des fonds d'investissement qui sont spécialisés, il y a des fonds d'investissement généralistes, il y a vraiment toute une palette d'acteurs qui est là pour soutenir les innovations. Alors, Carnot Computing, vous êtes donc une jeune structure, vous aurez tout intérêt à laisser un grand groupe vous aider à ce niveau-là ? Ça, c'est un point intéressant. Effectivement, vous avez 2 types après dans le niveau d'après. Après les business angels, vous allez rentrer sur ce qu'on appelle le niveau des venture capitalistes. Et il y a quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années, qui sont les corporate ventures, donc qui sont des entreprises privées qui finalement vont investir. Tout le jeu, c'est effectivement de savoir quelle est l'intention. Le venture capitaliste, c'est pas compliqué. Lui, l'objectif, c'est de rentabiliser financièrement l'investissement. Quand il s'agit d'un corporate, derrière, l'idée, c'est peut-être de racheter l'entreprise parce ça peut être une forme d'option sur une croissance externe, parce qu'effectivement, les jeunes entreprises ont une agilité qu'il est parfois difficile de développer en interne, pour plein de raisons. Donc ça, c'est un choix de l'entrepreneur, de se dire, est-ce que je veux faire rentrer un grand groupe avec tout ce que ça implique de positif. Alors, ce que ça implique de positif, ça fait tout de suite, quelque part, potentiellement un client, en plus d'un investisseur. Mais après, ça vous lie à cette entreprise. Ça nous lie comment ? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous efface, par exemple ? Oui, alors après, c'est une opportunité qu'il faut savoir étudier, peser. Après, de toute façon, quand il y a un investissement, il y a des clauses, donc il faut être vigilant sur ces clauses-là, bien sonder quelles sont les intentions, pourquoi un corporate investit chez vous. Après, cette tendance, elle est en train de changer aussi. Les grandes entreprises s'ouvrent de plus en plus, essayent d'effacer ces contraintes-là et agissent comme un investisseur, on va dire, plus classique.
et essaye d'apporter l'aspect purement positif d'une forme de partenariat avec un corporate. Donc ça permet de se co-développer, de développer la start-up avec un marché qui est celui de la grande entreprise, et finalement de ne pas fermer des perspectives sur un territoire par rapport même à des concurrents. Donc tout ça, après, c'est un jeu de clauses qu'on va trouver dans ce qu'on appelle les term sheets d'investissement. Donc typiquement, le jeune entrepreneur va pouvoir dire, bon, moi je veux bien me marier avec vous, mais je veux quand même avoir ma liberté. Enfin voilà, c'est des choses de ce type-là. Stéphane Le Terrier, ça vous parle, cette stratégie En fait, c'est à la carte, effectivement, dans l'histoire de Paprec, on disait de la croissance interne et de la croissance externe pendant les 20 ans. Et il y a eu tous les cas de figure. Il y a eu des rachats où on rachète 100% du capital et où on va dire, le dirigeant part le lendemain. Il y a eu des cas où on rachète tout le capital et le dirigeant reste. Et il y en a certains qui sont là depuis 10 ou 15 ans, qui sont toujours entrepreneurs alors, au sein d'un grand groupe, mais ce n'est pas qu'un jeu de mots, c'est une réalité. Et puis il y a ce que vous décrivez, c'est-à-dire des prises de participation minoritaires où on se fait discret. Parce que, alors il y a des choses où on est même tellement discret que je ne peux pas spécialement en parler, voilà, c'est comme ça. Mais on se fait discret, on laisse l'entrepreneur mener à bien son projet, sa pointe d'innovation, sa niche, c'est souvent sur des marchés de niche. Et puis, on aide à la croissance, on le laisse faire aussi ce qu'il veut. Et puis, le temps venu, il y a besoin davantage de ressources pour se développer. On peut monter un peu au capital. C'est aussi une vraie sécurité pour les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, on voit toujours le côté de la réussite. Il y a aussi tout le poids sur les épaules du financement, des salaires à payer tous les mois, d'un impayé client, je ne sais quoi. D'avoir pas seulement des banques, mais aussi d'avoir des actionnaires de référence, ça permet d'avoir une sécurité. C'est aussi très rassurant. Moi, j'ai des employés de structures dans lesquelles on a des participations minoritaires qui nous le disent, en disant c'est bien parce qu'on sait que vous êtes derrière. Notre patron, c'est notre patron, ça sera notre patron jusqu'au moment où il partira. Mais pendant ce temps-là, on sait que vous êtes là derrière et il y aura de la continuité. On ne va pas disparaître. Alors que si, on ne sait jamais, ce que je ne vous souhaite pas, il arrive quelque chose, ça peut du jour au lendemain casser la vie de l'entreprise. Donc voilà, il y a aussi, faut le faire comme vous le dites très bien, c'est très progressif, ça dépend des relations entre l'entrepreneur et puis l'investisseur, des synergies de business qu'il peut y avoir. Il y a tous les cas de figure et il faut surtout se rencontrer et avoir envie de faire un bout de chemin ensemble. On va parler à présent des opérations en bourse, parce que les obligations vertes gagnent du terrain. On parle de green bond. Qu'est-ce que ça veut dire, green bond ? Alors, les green bonds, ça a été évoqué, puisqu'effectivement, Paprec est une des premières ETI en France à avoir fait un green bond, la première. Donc, en gros, c'est une émission obligataire qui est verte. Alors après, quels critères pour définir si elle est verte? Alors ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a il y a des principes qui ont été établis, il y a certains qui font des obligations vertes un peu autoproclamées, d'autres qui les font auditer par des agences de notation type Vigeo, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément enfin, on le sait, si on cherche l'info, elle est publique, elle est donnée, donc on le sait. Mais en gros, c'est une émission obligataire qui est destinée donc à financer des projets verts, que ce soit dans le recyclage, dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique. 50 milliards d'euros de green bond émis fin 2014, donc ça devient quelque chose de très très important. Effectivement, il y a une vraie mode des green bonds. On a aujourd'hui même des fonds green bonds qui se créent. Alors les premiers émetteurs ont été beaucoup les gros émetteurs publics, type la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement. Et aujourd'hui, eh bien, tout le monde se positionne sur ce marché. Et c'est vrai que beaucoup d'émissions obligataires sont sursouscrites. Il y a un véritable intérêt des investisseurs pour ces émissions obligataires. Donc Paprec, première entreprise de taille intermédiaire à avoir émis une obligation verte en début d'année. Qu'est-ce que ça implique Alors, ça implique, pour le coup, c'est du vrai vert. Enfin, du vrai vert, il n'y a pas vraiment, vous le dites très bien, il n'y a pas de réglementation. C'est avant tout la réglementation obligataire qui s'applique. Après, vous pouvez choisir, c'est notre cas, pour ne pas les citer, on a travaillé avec Vigeo, effectivement, qui est l'agence de référence qui vous note sur un certain nombre, je crois qu'il y a 300 critères, quelque chose comme ça, sur l'ensemble des pans de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc on passe cet audit, ils remettent un rapport qu'on joint dans les documents annexes, dans la documentation de l'émission obligataire. Voilà. Après, pour dire les choses comme elles sont, c'est pas alors le réduire à du marketing, ça serait vraiment très réducteur, mais nous on travaille dans le domaine de l'environnement et on montre par cette notation qu'on est des gens sérieux au-delà de notre fonds de commerce, du fait qu'on est connu, qu'on a des clients.
Donc ça permet à des investisseurs qui nous connaîtraient pas spontanément d'effectivement mettre ça, loger ça dans des fonds obligataires dits verts un peu partout en Europe. Voilà, donc ça, il n'y a pas de réglementation spécifique, c'est un vrai plus parce que ça amène des investisseurs à aller sur ce domaine nous concernant. La du réglementation recyclage. spécifique, c'est qu'on n'est pas garanti qu'on investit dans un produit vert. Ça veut dire que la réglementation, elle ne porte pas sur le fait que ce soit vert. Par contre, l'émetteur, il est obligé de dire à quel niveau il va vous assurer que c'est vert. Donc il y en a pour lesquels c'est un vert un peu léger et d'autres pour lesquels vont vous dire, ben voilà, nous, on va le faire auditer, on vous dit quel type de projets seront financés grâce à ça. Donc la réglementation, elle porte que sur la partie émission obligataire et c'est vraiment à l'émetteur de choisir quelle profondeur il veut donner à la dimension verte de son obligation. Dans le cas de Paprec, c'est ça, on s'engage, alors parce qu'il n'y a pas qu'un audit initial, il y a des audits de suite, c'est surtout ça qui est important finalement, on s'engage à ce que l'ensemble de nos investissements soient green, enfin soit verts, ça passe par des camions qui émettent tant de normes de CO2, en espérant que les émissions déclarées par les motoristes soient bonnes, qu'on fasse des investissements dans le domaine du recyclage, les usines, les chaînes de tri qu'on peut faire, voilà, on fait que des investissements, on s'engage à ne faire que des investissements verts, à utiliser cet argent, les 480 millions d'euros qu'on a levés, dans des investissements effectivement qui sont directement liés à notre activité, le recyclage. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que c'est donc un investissement vert ? Investir dans une voiture électrique, est-ce que c'est un investissement vert par exemple ? A priori, oui, un investissement vert, ça peut être effectivement dans le recyclage, dans l'efficacité énergétique des bâtiments haute performance énergétique, dans les énergies renouvelables. Donc les véhicules électriques, effectivement, a priori, ça rentre dans le champ des investissements verts. Oui. Actuellement, est-ce qu'on est dans un contexte favorable aux investissements verts ? Qu'est-ce que, par exemple, est-ce que la réglementation est en votre faveur ? Vous êtes deux représentants d'entreprise. Alors, je ne peux pas répondre oui ou non, c'est trop compliqué comme ça. On espère typiquement, on a une réglementation qui a porté l'évolution du monde du déchet depuis 20 ans. Il y a eu différentes lois qui ont fait qu'on est passé d'un mode du quasi tout enfouissement, toute décharge ou incinération il y a 20-25 ans, à une société où on est un peu au milieu ou au début du gué sur le recyclage. Donc nous, on y croit, c'est comme ça qu'on s'est développé. On fait 6 millions de tonnes, on gère 6 millions de tonnes de déchets par an en France et un tout petit peu en Suisse. On est à 75% de taux de recyclage des déchets qu'on gère. On voit... Alors on a toujours tendance à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Nous, on le voit un tout petit peu vide parce qu'on voit tout ce que les pouvoirs publics pourraient faire pour accélérer, mais vraiment accélérer en matière d'économie circulaire. Ça passe par des sujets, pour mettre un tout petit peu les pieds dans le plat, par la fiscalité environnementale. Ça ne veut pas dire taxer plus, ça veut dire taxer plus les différents modes de traitement qui ne sont pas vertueux. Typiquement, la mise en décharge, dans une moindre mesure l'incinération, et puis favoriser véritablement le recyclage. Aujourd'hui, on est dans un mode un peu tiède, où finalement les pouvoirs publics décident pas véritablement. Il y a finalement des progressions qui sont très très lentes. Alors on espère typiquement des débats de la COP21 que ça va inciter la France à accélérer en la matière et à ce que les déclarations d'intention soient suivies des faits avec, je vous dis, pour moi, deux leviers principaux, celui de la fiscalité environnementale. Si on veut, en matière de déchets, que ça fonctionne mieux, il faut favoriser le recyclage et donc faire baisser fortement la mise en décharge et donc taxer la mise en décharge. Et puis, que dans les produits qu'on consomme, vous et moi, on puisse inciter, pas obliger, mais inciter les entreprises, il y a plein de leviers pour ça, à ce qu'il y ait une partie de produits recyclés, de matières recyclées qui viennent composer ce qu'on consomme tous les jours. C'est les deux grands leviers, mais il faut le traduire par des effets concrets et on n'y est pas encore véritablement. Et vous, Paul Benoît ? Moi, je dirais que dans notre secteur, qui est celui de l'informatique, je dirais que le verre, il est plutôt vide aujourd'hui. Si on regarde effectivement tout ce qui est évoqué par rapport à la COP21, l'empreinte carbone de l'informatique, j'en ai quasiment pas entendu parler. Alors qu'il faut quand même savoir que le secteur de l'informatique et des technologies consomme aujourd'hui à peu près 10 à 12% de l'électricité mondiale. C'est juste colossal. Effectivement, tout ça, aujourd'hui, l'informatique verte, il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes. Ça va arriver, de toute façon, la consommation, il suffit de regarder la société dans laquelle on vit, la consommation électrique, puis des déchets aussi, des déchets électroniques liés à notre mode de consommation, va à un moment poser un problème. J'espère juste qu'à un moment, les pouvoirs publics, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, prendront cette mesure-là.
Après, effectivement, c'est pas facile de mesurer l'empreinte carbone de l'informatique. C'est un sujet assez complexe, mais je pense qu'on se voile déjà pas mal la face aujourd'hui. Mais après, les acteurs, alors quand on prend les acteurs importants qui consomment de l'informatique, les groupes du CAC 40, bon, de plus en plus aujourd'hui, ils ont un rapport quand même où ils déclarent, c'est un aspect déclaratif sur leur empreinte carbone informatique. Donc on sent qu'il se passe quand même quelque chose. Les grands groupes américains réagissent beaucoup parce que ça impacte aussi leur image. Donc on espère que ça va évoluer, mais on sent que ce n'est pas quelque chose qui est à court terme, en tout cas réglementé, et on espère que les pouvoirs publics en prendront la mesure. Justement. Pardon, non, mais ce qui est important dans le domaine, c'est qu'il y a le marché qui peut aider, typiquement le recyclage. Dans le recyclage, vous avez la capacité à facturer des prestations à vos clients. Vous avez aussi la vente des matières que vous recyclez, du plastique, du carton, des métaux ferreux et non ferreux. Donc ça marche déjà spontanément, il y a une économie. Après, c'est pas toujours suffisant parce que vous avez, par rapport à faire un grand trou, même s'il est bien fait, qu'il n'y a pas d'infiltration dans les nappes phréatiques, etc., en termes de sécurité environnementale, le sujet est géré. Pour autant, par moment, et c'est particulièrement vrai quand vous avez des crises sur les cours des matières premières, en ce moment on se réjouit tous que le pétrole soit très bas, c'est très bien pour le plein qu'on va faire pour mettre dans notre voiture. Par contre, ça fait en sorte que les matières premières, toutes sont en baisse, et donc le plastique recyclé coûte beaucoup plus cher que la résine vierge directement issue du pétrole. Donc pour des industriels comme nous, ça nous pose des problèmes parce qu'on a les mêmes coûts de personnel, les mêmes coûts d'investissement, les mêmes coûts de véhicules, et notre produit final vaut beaucoup moins. Et c'est là où, par moment, le régulateur, s'il veut qu'il y ait moins de tonnes de CO2 qui soient émises, parce que pour faire une tonne de plastique, il vous faut 800 kg de pétrole, il a besoin, par moment, de réguler. Ça ne veut pas dire taxer plus et compagnie, ça veut dire réguler, gérer les choses intelligemment par période. Et c'est ces phases-là où, si on veut vraiment être dans l'économie circulaire, où les pouvoirs publics ont leur mot à dire. Et où aujourd'hui, parfois on se sent un petit peu comme monsieur, un tout petit peu tout seul au milieu du désert avec notre drapeau du recyclage. Voilà. Et là on se dit, on n'a pas besoin d'aide, on sait marcher tout seul, on sait aller dans la bonne direction, mais on a besoin de gens qui nous fassent des signes d'encouragement sur le bord du chemin. Voilà, c'est tout. Donc oui, un besoin de changement. D'ailleurs, j'ai envie de poser la question aux banques aussi, parce que bon, vous restez au cœur du financement de notre économie. Et donc, une responsabilité. BNP Paribas, donc vous êtes le sponsor officiel de la COP21. Et pourtant, vous restez un des premiers investisseurs dans les énergies fossiles. Est-ce que la COP21, ça va changer quelque chose par rapport à ça ? Alors, on est un des premiers investisseurs des énergies fossiles. Je pourrais vous faire un long développement sur les méthodologies de calcul que je vais vous épargner. Moi, c'est Fair Finance International. Oui, alors, oui. Voilà. Donc, on a beaucoup 52 discuté. milliards d'euros investis dans les énergies fossiles depuis 2009 pour BNP Paribas. Ouais, donc, c'est un chiffre qui ajoute des financements plus des émissions obligataires qu'on a revendues, qu'on a fait pour le compte de nos clients et qui fait une somme sur 10 ans. Donc, bon, on n'est pas complètement d'accord avec la méthodologie. Nous, la façon dont... par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment important de mesurer quel est notre portefeuille, comment on se situe et qu'est-ce qu'on veut faire pour prendre une décision en connaissance de cause. Nous, la façon dont on réfléchit, c'est qu'on regarde quel est le mix électrique qu'on finance et quels sont les clients qu'on finance et on se dit, ces clients-là, avec quoi est-ce qu'ils produisent leur électricité ? Est-ce que c'est avec du charbon ou est-ce que c'est avec du renouvelable ? Et on le compare au mix mondial. Donc si on fait ça, on s'aperçoit qu'on est légèrement plus vertueux que le mix mondial, ce qui n'est pas non plus, ce qui est très bien, mais qui n'est pas un objectif en soi. Notre idée, c'est vraiment d'être présent dans la transition énergétique. Alors, on n'est pas d'accord avec ces chiffres-là, mais on est d'accord avec le fait qu'il faut quand même qu'on mesure. Pour revenir à la question, nous, c'est une question très importante, à la fois pour nos clients énergéticiens, mais pour tous nos clients, parce qu'on est une entreprise mondiale. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la COP ? Quel type de signaux vont être envoyés ? Comment les pays vont le traduire dans leur réglementation ? Parce que c'est vrai que ce que les banquiers aiment bien, c'est de la visibilité et puis de la certitude. Donc, on trouve très... Pardon. Le si faible soutien donc, aux énergies renouvelables, c'est dû à une incertitude. Alors, le soutien aux énergies renouvelables, il n'est pas si faible que ça. En fait, dans le chiffre de l'étude que vous citez, par exemple, l'hydro n'est pas compté. Et l'énergie hydraulique, c'est une des principales énergies renouvelables, une de celles qui est le mieux connue et qui marche le mieux. 129 milliards accordés aux énergies fossiles contre 18 milliards en 5 ans pour les 5 premières banques françaises. Donc, il y a un déséquilibre. C'est normal, hein, les énergies renouvelables, c'est plus récent. Mais est-ce que ça va changer ?
Alors, est-ce qu'on va complètement inverser la tendance? Probablement pas. Est-ce que la part des énergies renouvelables va augmenter? Bien sûr. Et pour plein de raisons. Qui doit inverser cette tendance pour que, par exemple, les banques, vous Alors, changez? nous, on a un travail à faire. On a à bien comprendre quelles sont les technologies, à être peut-être plus allant sur des technologies qui ne sont pas encore installées, à savoir bien faire notre métier de banquier, d'accompagnement et de sécurisation des financements. Donc, on a vraiment un travail à faire. On a un travail de bonne maîtrise du risque. C'est-à-dire que si des engagements forts sont pris pour être dans un scénario 2 degrés, ce qu'on espère, alors il y aura des gagnants et des perdants parmi nos clients. Et bien comprendre qui sont ces gagnants et ces perdants, ça va nous aider aussi, nous, à anticiper correctement les évolutions. Donc, on a vraiment une grosse part du travail à faire en interne. Après, on pense aussi qu'il y a une part du travail qui est réglementaire, avoir des signaux prix clairs. On fait partie des entreprises qui ont signé pour un prix au carbone parce qu'on trouve que c'est un moyen assez simple de redonner peut-être sa vraie mesure aux choses et d'internaliser quelque chose qui aujourd'hui est très diffus, qui est les émissions de CO2. Des réglementations qui soient pérennes, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas du tout à plus de subventions, on appelle à quelque chose qui soit lisible pour nous. C'est-à-dire vrai pour les industriels, ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, sur le renouvelable, il y a à peu près aujourd'hui une vingtaine de pays pour lesquels on est à parité réseau. Nous, on préfère de loin financer ce type de projet, des gens qui sont concurrentiels dans leur environnement, que des projets qui sont soutenus par des États et pour lesquels on sait que le soutien peut être fragile parce qu'il est soumis à la solidité financière des États, des crises, à plein d'événements externes. Un dernier mot pour conclure, Patricia Laurent, la COP21, la loi sur la transition énergétique, tout ça, ça va donner un boost aux éco-activités, aux éco-industries? Alors, la loi sur la transition énergétique, même si on attend encore beaucoup de décrets d'application, clairement, elle donne un coup d'accélérateur à un certain nombre de domaines, notamment les énergies renouvelables, mais pas seulement. C'est vrai que c'est un gros travail qui a été fait. Maintenant, il faut attendre. On dit toujours que le diable est dans les détails, donc attendons de voir tous les textes d'application, mais quand même, ça va dans le bon sens. La COP21, alors on ne peut pas prédire ce qui va en sortir, mais en tout cas, ça crée d'ores et déjà une communication sur le sujet, ça permet de faire de la pédagogie, ça permet à un certain nombre de grands acteurs, notamment les banques, effectivement, de se positionner. Alors, même si parmi ces grands acteurs, il y en a pour qui il y a un côté communication, mais malgré tout, ça permet d'avancer, donc oui, c'est clairement positif. Très bien, écoutez, merci beaucoup, merci à nos invités pour votre contribution. Tout de suite, le décryptage. Bonjour David, je rappelle que vous êtes le directeur des publications d'Actu Environnement. Vous avez suivi le débat sur le financement des solutions bas carbone. Alors tout d'abord, vous retenez que le green business, c'est un business comme un autre? Effectivement, quand on écoute les intervenants à la table ronde, on se rend compte que c'est un business comme un autre. Ça veut dire que le côté un petit peu vert ou verdoyant n'a pas forcément d'impact sur l'appétit des investisseurs, qu'ils soient business angel, qu'ils soient fonds d'investissement, qu'ils soient bancaires, dans les activités. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la rentabilité qui prévaut avant tout pour un investisseur avec des outils de mesure qui sont les outils traditionnels du type mesure de risque, retour sur investissement. Le fait qu'on soit sur des activités vertes, finalement, est assez peu, ou apparaît en tout cas comme assez peu différenciante. Ça a une première conséquence, à mon avis, c'est que quand on est en train de développer un business un petit peu innovant ou qu'on veut développer une activité innovante en termes de green business et que finalement la rentabilité n'apparaît pas forcément comme le principal leitmotiv du développement, mais plutôt, on va dire qu'on se situe dans un intérêt général, donc dans une activité plutôt altruiste, finalement, on va beaucoup peiner à recueillir des financements. C'est peut-être ce qui explique que ce genre d'activité se retrouve principalement financé par les outils de crowdfunding, dont on n'a pas parlé ou il n'a pas été question lors de l'émission, avec toutefois un risque, c'est qu'à moyen terme, le grand public qui investit dans les activités naissantes avec du crowdfunding se retrouve au final lui aussi déçu d'avoir investi de l'argent et finalement de ne pas avoir de retour sur investissement parce que par essence, ça ne gagne pas d'argent. Et si ça en gagnait, ce serait de fait retomber dans les systèmes de financement traditionnels. Et un rôle des pouvoirs publics. Effectivement, le rôle des pouvoirs publics, on le voit, est encore prépondérant dans la mesure où il est nécessaire d'instaurer un cadre réglementaire qui soit relativement stable. Stable, ça veut dire qu'une entreprise va pouvoir sereinement investir, définir des business plans qui sont cohérents sur le long terme, de manière à aller pouvoir voir des investisseurs avec donc des outils là aussi cohérents, avec des retours sur investissement consolidés et qui leur permettent d'aller finalement chercher des fonds. Donc ça veut dire que qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit investisseur, dans les deux cas, on a besoin d'un cadre réglementaire qui soit suffisamment cohérent sur le moyen, voire le long terme, pour pouvoir investir sereinement.
Et finalement, est-ce que vous avez eu le sentiment que la COP21 aura un effet catalyseur sur les marchés des éco-industries à travers ce qu'ont dit nos invités ? Alors, s'agissant des investissements, ce n'était pas très clair. Est-ce que la COP21 va doper les investissements verts ? C'est pas évident. On a clairement senti qu'il y avait une question d'image. Effectivement, tout le monde va être en phase avec la COP21. BNP Paribas notamment était l'un des principaux sponsors de la COP. Pour autant, on voit qu'il y a besoin, au-delà de l'image, d'un cadre qui soit clairement défini. Alors là, on n'est plus dans un cadre réglementaire national, mais un cadre international, donc encore plus complexe. Mais effectivement, on a entendu parler de prix du carbone, donc des outils dont on est quand même relativement loin, ou en tout cas, on n'est pas sûr que ce sera dans la COP21 qu'on y aboutira. Donc au final, il y a un appel d'air effectivement qui est fait par la COP21. Mais le problème, c'est qu'on peut se demander si ce n'est pas déjà trop tard, puisque les contributions volontaires des États disent qu'on aura beaucoup de mal à tenir les 2 degrés de réchauffement. Merci David pour cette synthèse et merci à vous d'avoir suivi ce cycle d'émissions consacré à l'adaptation de notre économie au changement climatique. Je vous dis à très bientôt.